C'est vraiment pas de chance pour les Jeux Olympiques du Japon. À Tokyo, d'abord, ils ont été retardés d'une année complète. Ensuite, les Japonais eux-mêmes, d'après ce que j'ai compris, n'étaient pas très demandeurs et les autorités japonaises ont cédé à la pression du Comité international olympique qui ne voulait pas trop bouleverser le calendrier. Et en plus, ces Jeux, David Verhaeghe, ont été victimes, avant même leur ouverture, d'une véritable série noire. Expliquez-nous. Oui, une série de démissions, de départs en cascade. Ça a commencé, ça a continué en tout cas jeudi dernier. C'était le responsable de la cérémonie d'ouverture qui a été limogé. Alors c'est un comédien et en cause des vieux sketchs, vous savez, ça arrive souvent, exhumés datant d'une vingtaine d'années, qui sont jugés malveillants et antisémites. Je cite, quelques jours plus tôt, c'était l'un des compositeurs de la musique d'ouverture, d'un des thèmes musicaux de la cérémonie d'ouverture, qui avait pris la porte. Lui, il avait raconté dans une ancienne interview, il faut faire attention à ce qu'on dit, il avait raconté comment il avait martyrisé un petit peu dans sa jeunesse une camarade de classe qui était handicapée. Alors ça, ce sont des affaires humaines, si vous me passez l'expression, mais il n'y a pas que les hommes qui menacent ces Jeux Olympiques. Non, il y a aussi les mollusques, et plus précisément les huîtres magaki, les huîtres du Pacifique qui sont cultivées dans la région et qui ont tendance à coloniser parfois les mauvais endroits. C'est ce que nous apprend en tout cas le site de la BBC, et en particulier une zone qui s'appelle le canal de la forêt de la mer, qui est la zone qui est censée, qui accueille les épreuves de canoë-kayak. C'est dans la baie de Tokyo et tout était prévu évidemment sauf l'attaque des fruits de mer. Alors il y a quelques mois, les organisateurs ont remarqué quelque chose, c'est que les bouées, vous savez, qui sont disposées pour bloquer un petit peu les remous, eh bien les bouées commençaient à couler. Qu'est-ce qui se passe? On envoie les plongeurs et on découvre que des huîtres sont accrochés à ces bouées, à ces flotteurs, et pas en petite quantité. Là, on parle de 14 tonnes d'huîtres, 14 tonnes de fruits de mer qui ont dû être retirés. Alors, vous imaginez, ça n'est pas une mince affaire, ça a pris près d'un an. Il faut dire que ça s'est allé quand même sur 5 km. Ça a coûté la bagatelle d'environ 1 million d'euros. Il a fallu enlever les flotteurs, il a fallu faire intervenir des plongeurs. Le début des JO est sauvé, mais les huîtres pourraient revenir. Donc, elles sont surveillées, si vous me passez l'expression, un petit peu comme le lait sur le feu. Capucine Grabi, vous revenez tout juste. Alors, ça me paraît complètement fou, parce que quand vous m'avez dit ce matin, tu sais, moi j'y étais la semaine dernière et tout, vous étiez en Tanzanie. Oui. Alors, vous avez tenu à me préciser hors micro que c'est un des rares pays où on peut se rendre actuellement en voyage sans trop de contraintes administratives. Pendant une bonne partie depuis 1 an et demi en fait. Bon, donc c'est un pays qui reste ouvert, vous revenez donc tout juste. Beaucoup de détermination, il faut avoir envie de faire un PCR avant, un antigénique en arrivant, d'avoir envie de remplir beaucoup de formulaires, mais finalement, on peut y aller et en revenir. Oui, qui est déjà pas mal. Alors vous êtes allé certes en Tanzanie, mais vous êtes allé dans une île perdue de l'océan Indien qui vous a complètement envoûté, une île qui est parfaitement accessible, qui s'appelle Pemba. Où est-ce précisément? Alors Pemba, c'est une île qui fait partie des trois îles de l'archipel de Zanzibar, qui se trouve à 50 km du continent et à 50 km au nord de Zanzibar. Il se trouve que j'avais été à Zanzibar il y a une vingtaine d'années et que depuis 20 ans, Pemba nourrit mon imaginaire et que j'avais absolument envie d'y aller. Personne ne m'en a jamais parlé. Je sais qu'elle était complètement isolée et j'ai donc été déposer mes valises pendant quelques jours sur cette île et ça a été absolument fantastique. C'est pour ça que j'avais envie de vous en parler ce matin. Alors c'est une île, dites-vous, à l'abri des regards, moi je veux bien, et pourtant c'est une île qui pourrait être davantage sur le devant de la scène parce qu'elle a une histoire tout à fait étonnante. Alors un mot de l'île d'abord, elle est terriblement verte, elle est luxuriante et ce qui est marrant c'est que littéralement Pemba veut dire île verte en arabe. Alors effectivement c'est une île qui est à l'abri des regards, vous l'avez dit, pas de chaîne d'hôtels, pas de tourisme de masse et j'ai envie de vous dire, petite anecdote, il n'y a pas encore de Coca-Cola sur l'île, donc le soft power, s'il y a un endroit sur Terre où il n'y a pas encore de Coca, c'est bien un Pemba. Ni Pepsi, ni Coca. Donc, à l'abri du soft power. Alors, vous l'avez dit, Pemba et Zanzibar ont une histoire intéressante puisque au XVe siècle, c'était des sultanats indépendants qui dépendaient d'Oman. Et donc, c'était une île précieuse, voire incontournable pour le commerce des épices et le commerce des esclaves. Pemba, elle est appelée île des épices. Attention, Bernard, à ne pas confondre, petite devinette, avec les Moluques qui sont l'île aux épices en Indonésie. Donc, de toute évidence, le gouvernement veut aller vite. Certains disent qu'il veut aller plus vite que la musique, sait-on jamais. En tout cas, son objectif est clair. La loi sur le pass sanitaire doit entrer en vigueur dans toute la mesure du possible au début du mois d'août, c'est-à-dire demain. C'est-à-dire demain.
Alors, vous l'avez dit, Bernard, il veut aller vite, et il y a quelques raisons, on peut le comprendre. Hein. Les chiffres sont inquiétants, terriblement inquiétants, plus de 20 000 nouveaux cas de contamination par jour. Oui. Et Jean-François Delfrécy, le président du Conseil scientifique, a dit que la perspective à ce rythme-là, elle était simple, c'était celle de notre système de soins engorgé d'ici la fin du mois d'août. Donc, l'urgence sanitaire, elle est incontestable aujourd'hui, et même si le taux de vaccination, vous l'avez dit, hein, il est en train d'augmenter, à court terme, il n'est pas de nature à endiguer la vague épidémique qui se tombe sur nous. Donc, la volonté politique de mettre en œuvre au plus vite ces mesures de restriction, elle a une pertinence sanitaire. Alors, sur le plan du calendrier, vous avez dit que le gouvernement voulait aller vite, le plus tôt possible, demain, en tous les cas début août. Il est en passe de tenir son pari. Hein. C'est aller vite à l'Assemblée. On voit qu'aujourd'hui au Sénat, si demain, comme cela peut être envisagé, le projet de loi est adopté, commission mixte paritaire dans la foulée, on pourrait imaginer que le projet de loi soit mis en œuvre début août. Pour autant, cette marche forcée me semble poser aujourd'hui deux problèmes majeurs. Alors, quel est le premier de ces problèmes ? Le premier, c'est un problème d'ordre politique. Hein. On ne va pas tomber dans la caricature grotesque de l'extrême droite et de l'extrême gauche en disant qu'on est dans un régime autoritaire. Ça n'a pas de sens. Non. En revanche, cette précipitation me semble correspondre à une forme de déni démocratique. Est-ce qu'il est vraiment sérieux, Bernard, d'imaginer qu'en aussi peu de temps, à l'Assemblée nationale, 1200 amendements aient pu être examinés ? Pareil pour le Sénat, il y en a moins, mais 200 amendements sont prévus avec une adoption possible d'ici demain. On a eu des débats très vifs à l'Assemblée pendant 24 heures, un peu plus de 24 heures, très vite. Parfois un peu houleux, mais malgré tout avec quelque chose de parfois très intéressant, voire passionnant, sur des sujets aussi sensibles que le pass sanitaire, bien sûr, mais l'application de celui-ci, les contrôles, etc. Je pense qu'un peu de temps supplémentaire pour les discussions n'aurait